Non, on a perdu. On l'a perdu. Ah ouais. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne Twitch pour cette première du RPG A Day ou RPG A Day ou JDR un jour. Enfin, je sais pas trop comment on peut appeler ça. Si on anglicise, on france-anglicise. Enfin bref, peu importe. Je sais pas d'ailleurs ce qu'en pensent les deux personnes qui sont à mes côtés, mais en tout cas. On va parler aujourd'hui jeu de rôle et on va parler du thème du jour, le premier de ce mois consacré à RPG A Day, qui sera scénario. Et j'ai avec moi deux personnes. Donc on va les laisser se présenter tranquillement. Tout d'abord on a Diméthyle. Salutations. Euh, pour me présenter brièvement, je suis rôliste depuis un petit bout de temps. J'avais commencé avec mon père quand j'avais 10 ans, basiquement. Et il n'y a pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a quoi, 2 ans, c'est devenu un sujet d'étude, un sujet de recherche dans le cadre de mes études, puisque je suis en master de sociologie et anthropologie. Et donc là, dans le cadre de mon mémoire notamment, je bosse sur le jeu de rôle, surtout papier, même si je fais quelques parallèles. Et voilà. Très bien, très bien, très bien. Et puis, eh bien, une professionnelle de la profession, on va dire, hein, quelqu'un qui participe activement dans le monde du jeu de rôle, Axel Bouet. Je te laisse en dire un peu plus si tu veux. Hello. Euh, j'ai un CV nettement moins impressionnant que mon collègue. Je suis donc illustratrice professionnelle, auteur de jeux de rôle, romancière et je dirais que je commence à avoir une petite renommée dans le métier. Je dirais principalement par mes dessins et par ce que j'ai pu écrire, avec le plaisir d'avoir eu un certain succès pour le jeu de rôle qu'on a édité entre 2019 et 2020. Et à part cela, je dirais connu pour le militantisme humaniste et inter-LGBT dans le monde du jeu de rôle. Voilà, très bien. Et moi, du coup, Yellow Shark, le requin jaune, vieux rôliste aussi, depuis un peu moins longtemps qu'Axel quand même. Mais voilà, en dehors de ça, pas grand-chose à dire. Je fais mon petit bonhomme de chemin, j'ai surtout joué avec les poteaux, un peu en convention aussi. Et, euh, et donc, ce soir, nous allons discuter un petit peu du RPG Day. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc le RPG Day, c'est une petite initiative qui a lieu au mois d'août et où chaque jour un mot, un thème est donné et où on propose aux gens de s'exprimer sur ce thème autour du jeu de rôle. Euh, je vais peut-être montrer la liste complète. On va faire passer ça. La liste complète du mois d'août de cette année, du RPG Day. Donc on a chaque jour, donc là cette année on a certains jours, la plupart des jours, où en plus du mot principal, on a quelques petits mots en plus si on est en manque d'inspiration. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour et on a un seul mot, mais quel mot? C'est le mot scénario. Et donc, on va discuter ensemble, voir un petit peu, alors que ce soit des anecdotes ou des choses qu'on pourrait dire à propos des scénarios de jeux de rôle. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer, veut dire quelque chose À la limite, je laisserai la parole à Axel, parce que j'avais vu que tu avais sous-entendu que tu pouvais proposer une définition du scénario autre que les définitions qu'on a typiquement dans le cadre du cinéma. Ok, toi, tu suis le groupe participant de jeu de rôle. Absolument. Ok.
Bah, en fait, la définition classique du scénario en littérature ou en cinéma, c'est une suite de scènes en fait reliées par un script permettant l'aboutissement d'une histoire écrite à travers les actions de protagonistes suivies par les spectateurs. Ça, c'est la définition la plus simple qu'on puisse faire. Je ne l'ai pas inventé. Le fait est qu'en fait, le jeu de rôle a la caractéristique d'être une suite de scènes qui sont préparées et proposées aux joueurs, scènes qui sont avant tout des objets comment dire, physiques et narratifs, et qui vont se succéder dans l'ordre dans lequel les joueurs vont s'en servir afin de mener l'histoire à son dénouement ou pas. L'une des caractéristiques de jeu de rôle étant qu'on peut très bien ne pas aller au bout de l'histoire, voire même en créer une autre. Un scénario écrit que l'on propose pour que un groupe de rôlistes s'en serve pour vivre une aventure est en fait un décor, c'est-à-dire l'ensemble de ces scènes avec leur contexte, leurs protagonistes, les actions qui se déroulent dans l'ensemble de ces scènes, l'ordre supposé dans lequel elles pourraient être jouées. On dit supposé parce qu'encore une fois, si les joueurs zappent un indice ou trouvent quelque chose d'encore plus intelligent que ce qui avait été prévu par le meneur de jeu, ben, il peut y avoir des scènes entières qui disparaissent. Et ces scènes, effectivement, vont se dérouler dans l'ordre dans lequel les joueurs les utiliseront, dans lequel le meneur de jeu les présentera. Certaines pourront disparaître, d'autres devront être inventées, ce qui à ce moment-là rend le décor de ces scènes important, puisqu'on va pouvoir s'en servir autrement, afin d'arriver à l'aboutissement de l'histoire qui est résoudre l'intrigue. Tout simplement. Et oui, là on est déjà tous noyés. Mais ouais, ouais, non, oui, effectivement, il y a de quoi, il y a de quoi faire. Euh, et pour le coup, ouais, alors après, bon, ça a déjà été évoqué parce que du coup, le RPGED a commencé il y a quelques heures. Hein. On a eu des petites choses déjà en vidéo sur YouTube ou des petits textes hein, qui parlaient justement de ça, des scénarios, du principe du scénario un peu linéaire, du scénario bac à sable qui s'est développé pas mal ces dernières années. D'ailleurs, vous êtes quoi? Plutôt scénario écrit, trame bien tracée, ou bac à sable, ou mix des deux, dit-il? Bah, C'est ton tour. personnellement, ouais. Moi, je suis complet, mais vraiment complet. Alors, ça n'a pas été comme ça au début, mais aujourd'hui, je suis complètement dans la logique bac à sable. C'est-à-dire que finalement, j'écris pas vraiment de scénario, j'essaie d'écrire un univers. Euh, et au final, les scénarios, j'écris une situation initiale qui est faite pour ancrer le personnage dans cet univers, mais le scénario en tant que tel, au final, c'est mes joueurs qui l'écrivent. Ok, ok. Axel? Euh, en fait, là, je vais devoir prendre ma casquette d'autrice puis la retirer. Quand je suis autrice et que je dois écrire un scénario qui va être utilisé par un groupe de participants, j'ai tendance à travailler sur le principe du déroulement de scène, c'est-à-dire le fil narratif, hein, le décor permettant de comprendre où se déroule le fil narratif, et les scènes qui en fait vont apparaître et qui vont permettre d'aller au bout de l'intrigue. Scènes qui, encore une fois, peuvent très très bien être converties, oubliées, effacées, mises dans le désordre, etc. Euh, Là, on est réellement dans un travail d'écriture où le but, c'est que le scénario tel qu'il va apparaître soit exploitable assez facilement et pour la plupart des joueurs, on s'attend à ce qu'ils vont jouer à peu près les scènes dans cet ordre-là, à quelques nuances près, et nuances tout à fait bienvenues d'ailleurs. Quand je suis meneuse de jeu avec mes copains, j'écris mon scénario en général
sur un bout de carnet avec euh, un fil narratif, trois idées de scènes importantes résumées à quelques mots et des descriptifs de rencontres et de personnages, éventuellement de lieux, donc avec le décor. Et à partir de là, on va voir ce qui se passe. Ok, ok. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on est plus dans... Alors, on n'est pas tout à fait dans le bac à sable parce que j'ai une façon de penser le jeu de rôle qui est très très inspirée du cinéma et de la narration de série. C'est-à-dire que je raconte des histoires et je laisse mes joueurs faire de l'histoire ce qu'ils auront envie, en fait. Mais on est quand même dans le bac à sable puisque j'ai une préparation personnelle qui est, elle n'est pas minimale, mais elle est très faible. Il y a vraiment une grosse différence entre écrire un scénario professionnellement, j'entends, et Mm, écrire un scénario pour que les gens s'amusent. ouais. Ça fait un peu partie des questions qui me turlupinaient pour le dire comme ça. Euh, Justement, en tant que professionnel, la façon dont tu gérais presque l'impératif de faire des scénarios qui sont reproductibles, si je peux dire. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, là où tu peux écrire un scénario à partir d'un contexte et d'une base que tu connais, que tu as en tête, euh, pas besoin que ce soit le jeu que tu as écrit toi-même, hein. Je peux inventer pas moi, peut-être 20 minutes un scénario pour le jeu de rôle Mage ou le jeu de rôle Tigre Volant, qui sont deux de mes jeux de rôle préférés, sans la moindre difficulté. J'écris quelques notes et puis le reste, je connais l'univers, je connais le contexte, je connais les décors, je vais pouvoir improviser et puis mes joueurs vont en fait faire les bêtises qui me permettront de pouvoir rebondir dessus et créer de nouvelles scènes. Un scénario de jeu de rôle, lui, doit effectivement, écrit à destination du grand public, lui doit être formalisé. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut avoir en tête et qu'on peut improviser, non, là, ça doit être écrit. Ah, Ensuite, effectivement, il y a tous les impondérables qui seront de la responsabilité des participants. C'est-à-dire que le meneur de jeu devra de toute façon improviser. C'est quand même le but du jeu de rôle, d'utiliser son imaginaire. Mais par contre, tous les outils de base lui permettant de savoir exactement dans quoi il plonge doivent être écrits dans un scénario. Donc là, on passe de, je dirais, le petit bout de feuille à la plupart de mes scénarios tiennent sur, moi, je dirais en moyenne une vingtaine de pages Word, à peu près. ap- Sans plan, sans dessin ni rien, hein. On parle réellement uniquement du texte. après on a aussi quand même de plus en plus des scénarios du commerce qui essayent de s'ouvrir un peu au principe bac à sable en offrant des scènes et en n'offrant pas une chronologie ou une linéarité imposée. Mais de plus en plus, on essaye d'avoir des scènes en disant bon bah voilà, les personnages vont pouvoir rencontrer ça, faire ça, et essayer de donner un maximum de possibles sans limiter non plus les possibilités qu'ont les joueuses et les joueurs d'imaginer des trucs auxquels on ne s'attend pas. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux et en fait de systèmes de jeux qui sont faits pour fonctionner aussi avec ce genre de scénar. Euh, on a PBTA par exemple, hein, mais pas seulement, où on voit aussi que des fois les systèmes de jeu tranquillement changent un petit peu aussi et s'adaptent à ce genre de scénario qui était effectivement pas du tout la norme il y a 20 ans, quoi. Euh, oui, alors après, pour répondre à Xad, qui parlait du contexte, hein, en étant en convention, etc., et l'aventure maison, euh, je vois Axel, que tu as mis tout à fait. Mais en même temps, je pense qu'on peut proposer une sorte de bac à sable aussi en convention. À partir du moment où les joueurs sont pas au courant, de toute façon, ils s'attendront à un scénar tout fait, mais en tant que meneuse ou meneur, on peut aussi décider de les suivre, je crois. Après, c'est sans doute plus compliqué et plus risqué, Bah, mais c'est faisable, je pense. ça se fait en fait. J'ai un scénario que je fais jouer en convention, que j'ai partagé sur le site internet des Chamblos, qui s'appelle La Tempête.
et qui a la caractéristique qu'il propose des scènes dans un ordre chronologique. Alors, il faut savoir que on reviendra sur la fameuse histoire d'une suite de scènes dans un ordre chronologique. En fait, les scènes n'ont pas forcément d'ordre chronologique. Ceci pour une bonne raison. C'est que quand on écrit un script de cinéma ou de série, on ne l'écrit pas dans l'ordre chronologique. On écrit uniquement le synopsis dans l'ordre chronologique. C'est la grande différence. Ensuite, les scènes se jouent dans l'ordre dans lequel on peut les tourner. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que c'est exactement ce qui se passe dans le jeu de rôle. C'est dans l'ordre dans lequel elles peuvent intervenir par rapport à la narration des joueurs. Là, en l'occurrence, le scénario bac à sable que j'ai a un script chronologique parce que tout tourne autour d'une tempête qui accélère en rythme et donc en menace sur les joueurs. Donc les événements s'enchaînent les uns derrière les autres avec effectivement un chrono. Mais à l'intérieur de ce chrono, l'entièreté de la narration ne dépend que des actions des joueurs. Vont-ils lutter pour essayer de s'enfuir avant que la tempête ne dévaste tout? Vont-ils s'intéresser à ce qui est en train de se passer en même temps, puisque il y a une intrigue secondaire qui est en fait très importante. C'est entre guillemets le but de l'histoire, c'est que les joueurs s'y intéressent, mais ils n'en ont pas besoin. C'est à eux d'en décider. Vont-ils s'y intéresser, mais se rendre compte que bon, ben, si on s'y intéresse trop, on se prend la tempête sur le coin de la figure, donc on va préférer arrêter? Vont-ils se dire, on prend le risque et on mène notre intrigue secondaire jusqu'au bout afin finalement d'obtenir, bah, je dirais, entre guillemets, il y a une récompense sociale, il y a aussi une récompense intellectuelle. Pour les plus malins, il y a une récompense financière, mais le fait est que je n'ai jamais vu ce scénario se dérouler deux fois de la même manière, alors qu'il est écrit complètement, de A à Z, parce que l'entièreté du déroulé ne dépend entièrement que de l'action des joueurs. C'est un bac à sable. La seule chose qui permet de jouer très aisément ce bac à sable en convention, c'est qu'il est chronométré. La tempête, elle ne s'arrête pas. C'est un événement contre lequel les joueurs n'ont aucune prise. Ils doivent, à un moment ou à un autre, tenir compte de la tempête, parce que s'ils restent sous la tempête au moment où, je crois que ça finit en ouragan, en fait. Donc une fois que l'ouragan est là, de toute façon, bah, c'est terminé. Et évidemment, le but, c'est qu'il ne soit pas là quand ça tombe. Mais on peut effectivement faire sans aucun problème des scénarios bac à sable qui rentrent en convention de manière très très adaptative. J'avais écrit un. Bon, je l'ai pas proposé en convention du tout et je suis pas du tout un habitué des conventions, mais j'avais écrit un petit scénario dans la même logique. Bon, c'était pas une tempête, c'était la peste, mais Ah, c'est pas mal non plus. c'était voilà, en termes des de choses glas sympathiques, chronométré, c'est c'est pas merveilleux. mal. Et, et ouais, j'ai à peu près c'est finalement un bac à sable aussi, mais reproductible comme on veut et de temps en temps à partie, quoi. Même logique, finalement. Ouais. Et pour rebondir sur ce que dit Xad, effectivement, la contrainte de temps. Donc, bah, Axel, toi, tu gères la contrainte de temps finalement avec un élément extérieur qui est inarrêtable. Après, moi, j'ai euh, en convention, c'est pour ça que moi, je préfère jouer les soirées où il n'y a pas de limite de temps. Ah oui, tu oui, sais c'est que plus tu confortable. sais que tu commences à 20h, 21h et on te laisse jouer jusqu'à ce que tu aies fini. Et c'est vrai que en général, quand je suis MJ, je préfère prendre ces créneaux-là. Parce que forcément, ça laisse plus de liberté. Et puis en plus, c'est pareil, j'aime bien prendre mon temps aussi en tant que MJ. Donc, forcément, quand t'as que 2 heures ou 4 heures en convention, ouais, après un vrai bac à sable, ça devient très vite ingérable, ouais, c'est sûr. Mais c'est aussi la preuve, alors j'avais été ravi de ce scénario-là, parce que, comment dire, euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, je considère que je ne sais pas écrire de scénario. Enfin, je ne savais pas. Je commence à peine. J'étais ravi justement de ce scénario parce que bah, il a été joué par pas mal d'autres groupes qui s'en sont emparés et où je me suis rendu compte que là, j'avais fait une réussite. Ça fonctionnait très très bien. Mais c'était aussi une belle démonstration que, ok, ben en fait, on prend une idée très très simple et à partir de là, ben, on a un bac à sable dans lequel n'importe qui peut mettre n'importe quoi. C'est juste qu'effectivement,
il y a une contrainte extérieure qui fait qu'on ne peut pas se retrouver avec des joueurs qui vont passer 7 heures à se prendre la tête sur une énigme ou un plan préparatoire, une intervention. Non, non, vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps, la tempête arrive. C'est ça, Et ça, c'était très chouette. t'es pas dans un jeu de rôle vidéo où tu fais 150 000 quêtes secondaires avant de continuer, alors qu'on te dit que la menace est réelle et qu'elle arrive bientôt. Oui, 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 oui. C'est assez, c'est Bah, assez il y a quand même des RPG, des jeux vidéo comme ça qui ont essayé de gérer ça, notamment Dragon Age Origins, je crois, euh, où l'invasion arrivait en fonction justement du nombre d'actions qu'on faisait, si je dis pas d'annerie. Alors, je n'ai pas. Ah, si, 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 Dragon Age Origins, oui, oui. Et effectivement, tu as un chrono et tu ne le connais pas au départ et tu le découvres au fur et à mesure. Au fur et à mesure, tu te rends compte que, ah, mais en fait, mes quêtes secondaires que j'ai laissées de côté, ben, je vais pas pouvoir m'en occuper parce que ça va me tomber dessus, là. Faut que j'avance. Oui, oui, bah oui, oui, c'est très très bien fait, ça. Mm, mm, mm. Ça pousse à devoir faire des choix, tout simplement. C'est Ce ça. qui fait ce qui fait qu'en fait, en plus, plusieurs parties deviennent très différentes, puisque tu peux faire Oui, d'autres complètement. choix. Complètement. Mais c'est euh, ce qui rend la chose aussi intéressante, je pense. ouais, bah, pour rebondir justement sur le jeu vidéo et sur les scénarios de jeux vidéo, je trouve aussi, alors je sais pas ce que vous en pensez ou si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais que ces derniers temps, les, les scénarios du commerce, justement, sont de plus en plus en train de prendre des choses sur les scénarios des jeux vidéo. Enfin, moi, je sais que je fais jouer Warhammer. Et donc j'avais repris du coup là un peu tout, la boîte d'initiation, etc. Et clairement, le scénario de la boîte d'initiation de Warhammer, c'est pour moi c'est un scénar de jeu de rôle, de jeu vidéo, parce qu'en en fait on a une quête principale qui est très linéaire, avec on va dire je sais pas trois événements contre lesquels les joueurs ne pourront pas faire grand chose, par lesquels ils sont obligés de passer, et tout le reste, ça n'est que des quêtes secondaires. Et il y a pléthore de quêtes, il y a pléthore de choses à faire entre tout ce qui est dans le scénario, mais tout ce qui est aussi dans la description de la ville du Burstrike. Il y a une, je sais pas, il y a bien une centaine de PNJ. Enfin, c'est terrible. En même temps, c'est super intéressant. Mais bah, finalement, quand je prends ce scénario-là, je me dis, mais en fait, pour moi, c'est voilà, le jeu de rôle vidéo, il a pris au jeu de rôle papier pour s'inventer. Et maintenant, le jeu de rôle papier reprend au jeu de rôle vidéo des choses qui peuvent être intéressantes ou qui peuvent servir, en tout cas dans les scénars de commerce. Et j'ai l'impression de trouver de plus en plus ce genre de scénar-là, avec une trame simple et beaucoup d'à côté, en fait. Ben, ça fonctionne, tout simplement. Mm. C'est parce que ça fonctionne et que c'est adaptable. La synergie entre tous les médias, ça n'a rien d'une nouveauté. Euh, la manière dont j'ai appris à écrire des scénarios de jeux de rôle, ben, je l'ai apprise à la base grâce à ma petite formation en cinéma et je connais effectivement un certain nombre de rôlistes qui ont imaginé des campagnes de jeux de rôle qu'ils ont structurées comme des structures de jeux vidéo, c'est-à-dire une trame principale générale qui est littéralement une ligne droite, et des à côté qui en fait vont amener les joueurs à explorer tels et tels euh, éléments de contexte avant de rejoindre la ligne droite. C'est-à-dire en fait ce que fait un jeu vidéo. Un bon exemple que j'ai en tête, c'est Mass Effect, les trois Mass Effect. On a une quête principale qui est littéralement, on prend une flèche, on tire et puis on avance, mais on va aller à droite, à gauche, on va se retrouver dans des intrigues secondaires qui vont parfois rejoindre l'intrigue principale avant qu'on reprenne la direction de la flèche et qu'on continue. Et ça fonctionne très bien finalement. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que c'est tout simplement une bonne idée. C'est une construction narrative simple qui fonctionne très très bien et qu'on retrouve aussi en série. Ma série préférée de ces dernières années, c'est Person of Interest.
On a un métaplot absolument incroyable, on a une ligne directrice que suivent l'entièreté des personnages, mais à côté de ça, on a, pour faire plaisir au grand public et construire la narration des personnages, des quantités d'histoires qui se basent sur le principe de bon, c'est quoi le numéro du jour? En gros, on tire un numéro de quelqu'un qui, alors, soit va mourir, soit va tuer quelqu'un, et il faut trouver comment l'arrêter et surtout trouver l'intrigue, qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, on a la quête principale et toutes les petites quêtes secondaires autour. Mm. D'un autre Et ça, côté, est-ce que ça limite pas comment dirais-je, la liberté des joueurs dedans, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément les limiter, mais si on prévoit tout le scénario comme ça, sous système de quête, on prévoit tous les PNJ qui ont des choses intéressantes à parler, qui ont des choses intéressantes à donner, à dire ou quoi, est-ce qu'on limite pas, est-ce que c'est pas de la fausse liberté quelque part? le truc, c'est que ce n'est pas de la liberté. Ouais, c'est ça. Voilà, on se pose pas la question de savoir si c'est de la Mm. liberté ou pas. Ça n'est pas de la liberté puisque de toute façon, on a un arc narratif duquel le MJ ne pourrait pas sortir, sinon il pourrait pas construire son histoire. Parce que lui veut aller quelque part. Mhm. Les joueurs veulent aller quelque part aussi, et de préférence, c'est mieux que joueurs et MJ veuillent aller dans la même direction. L'intérêt du jeu de rôle, c'est qu'à un moment ou à un autre, en fait, c'est un petit peu les joueurs qui vont décider que est-ce que ça leur plaît là où va le MJ ou pas. Donc, même si ce n'est pas une liberté, ce n'est même pas une pseudo-liberté, la liberté reste quand même à l'ensemble du groupe qui doit s'entendre sur la direction générale où va aller l'ensemble de leur intrigue et de leurs personnages. Donc on peut avoir à un moment ou à un autre le simple concept du j'ai posé une ville sur la table, j'ai posé plein de PNJ et donc plein de groupes qui ont des intérêts divergents, plein d'intrigues, et je regarde ce que mes joueurs en font, et si à un moment je me rends compte que mes joueurs ont une accroche envers telle intrigue et tel groupe, je décide de m'en servir et de commencer à construire un fil rouge avec ça. Ok, ouais, non, Ouais, dans ce c'est cas-là, ça. ouais, je suis plus d'accord. En fait, ce sont tout un tas de manières narratives possibles. Un simple exemple, ce sont les jeux de rôle sans MJ. Là, littéralement, on se pose pas la question. On a une histoire qui est construite en commun et le fil rouge, en fait, c'est un consensus entre l'ensemble des joueurs. Ça fonctionne aussi très bien. Je suis pas une fan de ce genre de jeu, mais n'empêche que l'idée est extrêmement efficace et permet effectivement de ne pas se poser la question, est-ce qu'on a une liberté, est-ce qu'on a une fausse liberté? Non, on a un accord consensuel entre l'ensemble des participants. Accord consensuel qui diffère selon qu'on est un jeu de rôle à MJ, un jeu de rôle à MJ mais avec des éléments narratifs, ou carrément un jeu de rôle totalement narratif, sans meneur de jeu, et qui en fait va se construire de manière consensuelle. À chaque fois, en fait, on a un consensus. Le consensus diffère simplement. Oui. Et d'ailleurs, pour revenir justement sur les jeux très, très narratifs ou les jeux sans MJ, est-ce que la trame qui permet de commencer à jouer, est-ce qu'on peut considérer ça comme un scénario? Ce Est-ce que tu que appelles la trame, dans bah, ce cas-là, souvent il y a un minimum d'éléments à tirer ou à décider, mais quoi qu'il en soit, même si on est dans un jeu narratif, la plupart du temps, on ne fait pas n'importe quoi ou tout ce qu'on veut. C'est parce qu'il y a, là aussi, il y a un cadre quand même qui est posé. Et donc, est-ce qu'on peut considérer que ce cadre, c'est une sorte de scénario ou pas? le paradigme. Le paradigme d'un jeu de rôle. C'est ça, en fait, l'idée. Si je suis bien ce que tu as dit. Et effectivement, si tu joues au jeu de rôle mage, tu vas jouer un mage. Les mages sont définis par un contexte, par des limites techniques définies par les règles du jeu, par des limites sociales et contextuelles définies par l'univers dans lequel ils circulent. Par exemple, les mages peuvent pas faire de la magie voyante comme ils veulent, parce que sinon ça leur pète à la figure, parce que les humains aiment pas les trucs pas normaux. Et en fait, tu as déjà une trame, tu as déjà ce qu'on appelle en fait le paradigme du jeu. C'est-à-dire que les lois physiques, les lois contextuelles, les règles qui sont appliquées à l'ensemble des joueurs définissent déjà une manière de raconter l'histoire. Hmm. Ça, c'est l'ensemble d'assertions qui sont cohérentes entre elles-mêmes et qui font système, quoi. Et qui font C'est ça, l'univers, au final. Et pour le coup, exactement.
je rebondis là-dessus parce que moi c'est comme ça que j'écris au final mes jeux. Et au final, je pense que c'est une grosse déformation de l'anthropologie. C'est que j'écris le paradigme, et à partir de ce moment-là, je lâche mes joueurs dans le paradigme, j'essaie de les ancrer en leur donnant des ancrages très, très personnels finalement, que ce soit des attachements familiaux, amicaux ou moraux. Mais à partir de ce moment-là, ils font à peu près ce qu'ils veulent, finalement. Et voilà, Hmm. je sais pas où je voulais en dire, mais Non, bah, ça partait bien Non, en bah fait, si, parce c'est que ça. Et donc là, on est effectivement, on sort de l'idée de scénario et on est uniquement dans le paradigme du jeu et l'univers posé et ce qu'on en fait ouais, après, quoi. ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est vraiment ça. parce que Et au final, c'est comment, la trame narrative en tant que telle, l'histoire des personnages, bah, c'est mes joueurs qui en décident complètement, ils décident de faire ce qu'ils veulent. Après, effectivement, libre à eux d'assumer les conséquences de leurs actes, mais, euh, mais ils font littéralement ce qu'ils veulent. bah, en fait, ce que tu viens de dire me fait penser à l'une des définitions de différents types de scénarios de jeu de rôle. Parce que, en général, voilà, on dit, ouais, un scénario de jeu de rôle, c'est une intrigue, il y a un contexte, il y a des protagonistes, il y a un fil rouge avec un synopsis, il y a des scènes, etc. Mais ça, c'est qu'une définition extrêmement primaire du système. Tu prends un groupe de personnages ayant travailler leur lien d'attachement. Alors, attachement positif ou négatif, c'est-à-dire leurs inimitiés, leurs amitiés, la famille de machin est super sympa, je suis poursuivi par ma famille parce que j'ai fait un mariage arrangé, etc. Et tu as soudainement un contexte qui apparaît et une trame qui apparaît. Cette trame est en fait l'entièreté de ce que les joueurs ont inventé pour leur personnage, n'ont pas encore joué en jeu, mais ont déjà mis en place. Et à partir de là, tu as une trame qui, au lieu d'être un scénario, je dirais, externe aux joueurs, on entre dans l'aventure, est en fait l'aventure de leur vie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est encore plus intéressant quand tu fais un mélange entre une aventure extérieure et une aventure de leur vie, c'est-à-dire les intrigues externes qui se mêlent aux intrigues liées aux personnages eux-mêmes. Et il y a tout un tas de façons d'imaginer et de penser un scénario de jeu de rôle. Le scénario, le mot scénario, en fait, il est extrêmement réducteur si on y réfléchit bien, même si on n'a pas trouvé de meilleur mot pour le moment. Mais du coup, tu viens de résumer excellemment bien bah, la façon dont j'écris au final. Je suis une seule théoricienne. Ouais, et pour le coup, bah, tu vois, là, c'est exactement ce qui se passe pour mes joueurs à Warhammer. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont créé des persos, je les ai lancés dans le bain de la boîte d'initiation et tout se mélange. Euh, et donc ils ont à la fois une liberté d'action, mais en même temps voilà, quelques impondérables, des choses qui leur arrivent, euh, que, qui sont décidées par le scénar, mais en dehors de ça, ils sont clairement en train de jouer pour leur vie, pour la vie de leur personnage. Et, euh, et pour avancer dans leur quête personnelle. Et c'est vrai que là, ça devient toujours très, très intéressant, quoi. Et très motivant pour eux. C'est vrai que j'ai joué sur la boîte de départ de Warhammer, la dernière, là. Pas en tant que, bah, en tant que joueur, pas en tant que MJ pour le coup, mais ouais, c'est un peu la sensation que j'avais eue en jouant là-dessus. Mm. Mais et ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et au final, bah, de la manière dont j'écris, bah, mais qu'on appelle ça un scénario ou pas du coup, au final, le scénario en lui-même, c'est une réponse entre l'univers qui évolue lui-même et les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Et, euh, et quand on parlait justement d'éléments extérieurs et d'éléments intérieurs au personnage, il y a un truc qui m'amuse beaucoup en ce moment, c'est que j'ai plusieurs groupes de joueurs en simultané sur le même univers, parfois dans les mêmes zones géographiques, qui se croisent quasiment jamais parce que ce serait un petit peu une galère à gérer. Mais par contre, les répercussions des actions d'un groupe se répercutent aussi sur les actions de l'autre groupe.
puisqu'ils sont dans le même univers, au même Et- moment. Et ça devient très très drôle. Ah, c'est chouette. Bah, par contre, c'est un sacré boulot à gérer. Faut pas avoir mal à la tête, hein. Ouais. Et faut prendre des notes. Parce Oui, oui, que oui. Beaucoup de notes. ouais, Je l'ai fait une ou deux fois. Je me suis bien amusé, mais comment dire, c'est trop complexe pour moi. Je commence à être vieille maintenant. ouais. yes. Moi, une fois, ce que j'avais fait avec un pote, c'est qu'on avait fait une partie de vampires où on maîtrisait tous les deux. Et on avait deux groupes en parallèle, en même temps, donc sur une soirée. euh, et où bah, on menait chacun de notre côté ce qui se passait avec le groupe. Et puis de temps en temps, il y avait des rencontres. De temps en temps, il fallait aussi qu'on se parle parce qu'il se passait des trucs. Mais c'était super intéressant aussi d'avoir ce genre d'expérience-là. Euh, la maîtrise à deux, c'est assez sympathique aussi, mais il faut bien s'entendre et puis ouais, il faut pas mal de communication quand même, pas mal de retours entre deux, surtout si on laisse un peu de liberté au groupe, quoi. Ouais, c'est clair. C'est une idée que j'avais eue aussi avec un pote. On l'a jamais mis en place, mais on a eu une idée à peu près du même genre. On voulait faire jouer deux groupes antagonistes sur un même scénario. Mm. Mais bon, c'est pas fait. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste quelque chose de très très compliqué. J'ai eu le plaisir de le faire où, en fait, j'avais commencé il y a très très longtemps une campagne de jeu de rôle à Donjons et Dragons et certains joueurs qui au départ étaient juste, bah voilà, joueurs, se sont emparés de l'univers, des bouts de l'intrigue qu'il y avait dans l'univers et ont commencé à avoir envie de faire jouer dans cet univers autour de leur personnage et de la famille de leur personnage, et donc en fait les autres joueurs jouaient d'autres personnages, y compris à un moment une bande de gardes du château appartenant à l'un des joueurs. Donc on a joué ces gardes-là et on les a joués pendant un certain temps, donc avec toutes les aventures provoquées, enfin, toutes les péripéties provoquées par les bêtises que faisaient les joueurs de la campagne que je faisais jouer. Et on peut obtenir quelque chose d'absolument merveilleux qui sont des scènes bah, je dirais qui, entre guillemets, n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans une histoire de jeu de rôle, c'est-à-dire des intrigues de cour, des histoires de séduction, des problèmes de voisinage, qui en fait euh, reviennent à ce que j'appelle du character development, c'est-à-dire que quand on regarde une série télé, une chose très importante qu'on fait dans une série télé en général, c'est s'intéresser beaucoup à ce que vivent les héros dans leur vie de tous les jours. Alors parfois ça peut être intéressant, parfois c'est chiant, pour comment c'est fait. Mais ce character development permet d'approfondir les personnages de manière à ce que ceux-ci deviennent beaucoup plus attachants aux yeux des spectateurs. Bah là, en fait, les joueurs sont à la fois et les acteurs et les spectateurs, et effectivement, on tombe dans ce qu'on appelle du character development, c'est-à-dire que ah, mais en fait, t'as une famille et puis elle est chiante, ou tu t'es installé dans un coin avec une bande de voyous et tu t'es fait ami avec les voyous, et puis tu finis par passer ta soirée de jeu de rôle en fait à essayer de trouver un moyen de leur filer un boulot un peu moins craignos que ce qu'ils ont déjà, histoire simplement qu'ils vivent pas trop trop mal. Bah, ils t'en remercieront, c'est vachement cool, mais c'est surtout parce que tu les aimes bien. Et on est en train de faire une histoire de jeu de rôle qui est absolument super chouette, qui est totalement improvisée par l'ensemble des participants, le meneur de jeu avec, et qui n'a strictement rien à voir avec l'intrigue principale. Et on Ouais, peut aller très très loin de cette manière-là. ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. C'est comme ça que je me suis retrouvé pour la petite anecdote à faire jouer une scène d'un repas de famille. Ce qui Oui, servait pas à grand-chose, mais c'était assez excellent et ça m'a permis de rajouter beaucoup de détails au final, que ce soit pour les personnages ou pour l'univers. je me suis retrouvé en tant que meneuse de jeu à faire jouer une scène de mariage, chose qui n'est pas forcément incroyable dans une campagne de jeu de rôle. On a un personnage qui se marie avec, en l'occurrence là c'était un PNJ que je joue depuis un certain temps, euh, et j'arrive le soir pour les faire jouer, j'avais donc une aventure en tête, et en fait l'aventure n'a jamais eu lieu parce qu'on a passé la soirée, enfin, ils ont passé la soirée à chercher les cadeaux de mariage,
Et comme c'était des cadeaux de mariage qu'il voulait particulièrement impressionnants, ça demandait beaucoup d'efforts pour aller les trouver, pour aller discuter, pour aller négocier, etc. Et 6 heures de jeu à ne quasiment jamais lancer le moindre GT parce qu'il n'y a pas besoin, mais à se marrer comme des baleines alors qu'ils étaient en train de chercher les cadeaux de mariage pour le couple. Voilà. Et j'étais aux anges, c'est absolument merveilleux. Alors là, par contre, effectivement, c'est clair que si par hasard on prend les règles de Donjon Dragon en matière d'XP, c'est nul, hein, mais C'est ça, Ouais, bah, c'est même pas chose pour l'XP sur la Warpathon. feuille, là, clairement. hmm, Non, mais c'est de l'implication émotionnelle, enfin, c'est plein de choses, quoi. moi j'utilise le terme character development parce que c'est un mot qu'on retrouve dans la construction de personnages, parce que c'est ça ce que ça veut dire, hein. Dans le travail de film et de série, mais oui, c'est de l'implication émotionnelle. Soudainement, on a une bande de persos qui ne sont plus des stats, qui ne sont plus des archétypes. Mm, Ils mm, sont mm. des individus qui gagnent une profondeur. Quand ils retourneront à l'aventure, ils auront tendance à se souvenir d'un moment de joie qui en fait réellement été partagé. Et pas imaginer, je sais pas moi, ouais, on passe une soirée à l'auberge, on fait la fête et puis on repart le lendemain. Non, là, ils sont restés pendant 5 heures à aller me chercher leur cadeau de mariage pour faire une super fête. Et pour eux, c'est un souvenir inoubliable. Pour moi aussi, d'ailleurs. Mm, mm, mm. Mais le développement aussi des PNJ, justement, euh, où tu peux. Enfin, on a toujours un peu cette idée basique, hein, du jeu de rôle où on y va, on tue du monde, ou alors on fait, enfin voilà, on fait des choses et puis on se fiche un petit peu de ce qui arrive aux PNJ, Ouais. voire aux adversaires PNJ, etc. Et c'est pas mal non plus de placer comme ça une famille à ce PNJ, à ce PNJ que tu as tué, et que la famille, à un moment donné, elle va pas être contente non plus, elle va peut-être venir, elle va peut-être essayer de régler la dette. Ça c'est des trucs intéressants aussi à mettre en place et pour donner là aussi à l'univers, aux personnages, une profondeur et puis leur montrer que les actes ont des conséquences et que c'est pas parce que tu tues voilà, un PNJ comme ça dans un coin, tu sais pas qui c'était, ou même tu l'as pas fait exprès, bah, ça peut aussi avoir des conséquences, quoi. J'avoue que je vois pas comment est-ce qu'on peut faire du jeu de rôle sans penser à ça. Non mais sérieux en plus, hein. Euh, Bah, je sais pas si c'est tu la vois. notion de conséquence et c'est la notion d'assumer ses actes. Mm. Euh, euh, Ouais, vas-y, continue. Ouais, Excuse-moi. c'est parce que je pense à une des BD anglophones comme ça sur le jeu de rôle, sur du médiéval fantastique, où tu as les aventuriers qui butent un orc et puis qui lui prennent ses potions. Enfin voilà, c'est du pur donjon et dragon de base. Un Donc petit strip. il le Oui. bute, ouais, le petit strip, il le bute, ils lui prennent ses potions. Et puis la dernière image, tu vois la famille de l'orque en fait, où tu as, sa femme, un de ses enfants et le deuxième enfant qui est alité, visiblement malade, et le petit qui dit bah, quand est-ce qu'il rentre papa avec la potion de soin. Et c'est ça, à Donjons et Dragons, tu t'en fous quand tu butes un orc, quoi. Et, c'est l'idée de se dire, bah oui, tu peux aussi aller chercher derrière des kidam, mettre quelque chose, et puis effectivement faire peser ce poids des actes partout dans un scénario, quoi. Bah maintenant tu sais pourquoi est-ce que j'arrive jamais à jouer des méchants en jeu de rôle. Euh, J'y arrive pas, c'est pas possible. Et pour moi, c'est un élément extrêmement important de la narration quand je fais jouer. Il est assez évident que si mes joueurs commencent à défourailler des sbires parce qu'ils doivent se défendre, il va peut-être y avoir des conséquences. Entre autres, si par hasard il y a des témoins, si ces sbires ont de la famille ou des potes, parce que tout le monde a des potes, hein, pas exagéré. Mais je dirais que dans ces cas-là, les conséquences seront assez légères. Par contre, pour moi, les joueurs doivent assumer les conséquences de leurs actes, y compris celles de leur réussite. Mm. Euh,
c'est une chose qui est très importante, c'est plus tu commences à accomplir d'actes qui sont marquants, plus les gens commencent à en parler, commencent à en raconter des histoires, à déformer les faits, évidemment, à en faire des légendes, et à un moment ou à un autre, ça va se retourner contre toi, y compris si ce sont des réussites. Euh, et j'ai jamais réussi à penser des aventures de jeux de rôle sans cet aspect. Tu laisses une trace derrière toi, cette trace va te suivre. Mais ça, je suis à 200% d'accord encore une fois, et pour moi, c'est même une des manières, si ce n'est la manière, de rendre vivant un univers au final. Et ça explique peut-être pourquoi je passe la majorité de mon temps quand j'écris à écrire des personnages, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est une des manières de rendre vivante vraiment la relation que les personnages ont avec l'univers en fait. Oui, voilà, moi j'arrive pas à imaginer un récit d'une autre manière. Euh, tu sauves un paysan d'une agression, tu pars continuer ton aventure plus loin, tu reviens de tes aventures une semaine plus tard dans le village où se trouve le paysan qui entre-temps a raconté son aventure. Euh, dans un univers où, voilà, on est dans pur Medfan, t'as pas de téléphone, t'as pas de télévision, donc les gens se distraient en se racontant des histoires et ben, forcément les enjolivent. Quand les joueurs reviennent dans le village, il va se passer des choses, en bien ou en mal. Par exemple, le l'homme le plus fort du village, qui jusqu'à maintenant maintenait son autorité d'un bras de fer parce que tout le monde le craignait, et qui apprend en fait qu'il y a des gars qui sont passés qui ont l'air d'être plus forts que lui, plus braves que lui, plus gentils que lui aussi, risque tout simplement de se dire, si je les vois passer, je leur tombe dessus avec mes potes. Parce que il faut les chasser, puis il faut que je retrouve mon autorité. C'est un simple exemple. Et ça peut être multiplié à l'infini. Et à partir de là, effectivement, on a un contexte et un univers qui vit. Et surtout, ça signifie que tout acte des joueurs a des conséquences. Donc, il faut les assumer. Donc, c'est marrant, mais très très rapidement, les joueurs réfléchissent à ce qu'ils vont faire. C'est ça, et à l'inverse, moi je suis arrivé d'ailleurs je suis tout à fait d'accord aussi avec Sorda dans le chat. Et c'est comme ça que moi je me suis surpris à voir des joueurs qui mettent volontairement leur personnage dans des situations extrêmement risquées parce qu'ils veulent pas qu'un PNJ particulier meure. Oui, Ou parce qu'ils veulent défendre un village, ou voilà. Et ça quitte à vraiment perdre leur personnage, quoi. c'est ça. C'est aussi effectivement bah, l'exemple de, comment dire, tout acte fait par un individu a des motivations, quelles qu'elles soient, hein. Et ces motivations ont un contexte. Si par Mhm. hasard on utilise la motivation et son contexte, on a un personnage riche, non seulement riche, mais quoi qu'il lui arrive, ne sera jamais sans conséquence. Et là, ça devient hyper intéressant. C'est la raison pour laquelle, dans les Champs de Glace, je l'ai dit très très vite, et puis ben, les gens qui ont lu le jeu de rôle l'ont très vite confirmé, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Alors effectivement, vu au premier degré, il y a deux forces qui s'opposent, l'Église et ses méthodes particulièrement coercitives par moment, de l'autre côté les maîtres marchands qui pensent fricuborales mais qui sont aussi des progressistes effrénés, à la seule différence que tous ces gens-là agissent pour leur intérêt et parfois aussi pour l'intérêt du plus grand nombre. Donc les fameuses histoires de jugement à l'emporte-pièce ne fonctionnent pas. On tombe sur un représentant de l'Église. Alors, bah voilà, l'Église, quand on est dans le sud du monde de l'os, on l'aime pas beaucoup, mais ouais, le représentant de l'Église en question, qui en fait agit littéralement comme un paladin, pour donner une image tout à fait archétypique, on va avoir du mal à dire que c'est un salopard, alors qu'il fait partie d'un ordre réputé de salopards. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Bah, pour le coup, tu viens de me donner envie de lire Les Champs de l'Os. Mais Bon, bah voilà. parce que j'écris vraiment mes PNJ à peu près de la même manière, et j'ai à peu près, enfin, il y a eu j'avais une dichotomie un peu similaire, mais entre deux ordres de paladins en gros qui se mettaient sur la tronche.
certains parce qu'ils voulaient absolument protéger le peuple, les autres parce qu'ils voulaient protéger plus que le peuple et qui voulaient protéger le reste du peuple. C'est ça. En gros. Là, c'est exactement ce genre de choses-là. C'est quand on commence à réfléchir sur des motivations et non pas sur des alignements moraux, en fait, que derrière les alignements moraux, on met des motivations, on se rend compte que les alignements moraux explosent tous de manière totalement éparpillée. Et là, on a de la richesse dans la narration. Bienvenue dans un monde non manichéen. Exactement. Ouais. Et je crois que la première chose que j'ai détestée en jeu de rôle, c'était les alignements. Non, sérieux, hein. Bah, en vrai, moi j'aime bien, mais plus comme comme indicatif d'un caractère. C'est ça, comme une Les sorte, sujets évolution. voilà, comme un fil conducteur. C'est C'est ça. unique, voilà. Euh, C'est ça. la plus belle campagne de donjon que j'ai faite, les deux plus grands amis du monde étaient un paladin, le Lawful Good absolument parfait, hein, avec les œillères et tout, et de l'autre côté, un seigneur mage avec quelques compétences de guerrier, qui était Lawful Evil, c'est-à-dire la loi et l'ordre, et par définition, les plus forts sont ceux qui font appliquer la loi. Si t'es faible, tu obéis, tu fais pas chier. Alors donc, évidemment, on se dit, loyal bon et loyal mauvais, comment est-ce qu'ils font pour s'entendre? Et en fait, ils étaient les meilleurs amis du monde parce que ils savaient que pour arriver à atteindre leurs objectifs communs, ils avaient besoin des méthodes de l'un et de l'autre. Et à la fin, ça avait fini par créer une véritable complicité et une amitié, sachant que l'un et l'autre, en fait, se servaient de chacun d'entre eux comme modérateurs à leurs propres excès. Mm. Voilà, et là, on a une belle histoire. Bah, j'ai eu à peu près la même expérience en tant que joueur avec sur Donjon Dragon aussi, sur la campagne de une campagne de l'Underdark. Où dans le groupe, moi je jouais un voleur draw, euh, chaotique neutre ou chaotique mauvais, je sais plus, et il y avait un autre joueur qui jouait un nain loyal, presque, loyal gros con même, mais enfin bref. Voilà. Et, Pas de jugement. et au final ça a fini que là, en fait on se complétait si tu veux, et ça donnait des choses très 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 intéressantes. Mais c'est l'archétype un peu du buddy movie. C'est deux personnes qui n'ont rien à faire ensemble et qui se retrouvent un petit peu à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, à devoir bosser ensemble et qui finissent par s'apprécier, par travailler ensemble et se trouver aussi, si pas des points communs, mais au moins des points d'intérêt, quoi. Mm, mm, mm. Et ouais, c'est exactement l'archétype du buddy movie des années 80, 90. Et tu peux Non, t'en ça, servir comme moteur narratif merveilleux, puisqu'en fait, le concept, c'est d'utiliser les différences de point de vue et les différences d'action comme des forces, permettant mm, effectivement pour les uns et les autres de parvenir à leur fin, pas parce qu'à un moment, quelqu'un de très très loyal et très très droit va avoir beaucoup de mal à imaginer qu'on fasse un montage politique dans lequel quelqu'un d'innocent va mourir pour s'en sortir, dans le but d'atteindre un objectif beaucoup plus noble qui est genre, je sais pas moi, sauver 500 personnes. C'est inacceptable pour quelqu'un de bon, de loyal, de droit, etc. Sauf que s'il le fait pas, 500 personnes meurent. Donc, à un moment ou à un autre, il va se poser la question dans la balance. Et là, effectivement, on a une intrigue intéressante et on a le cas où deux personnes se mettent à collaborer en disant, bon, écoute, toi, tu fais les trucs en face, tu vas t'occuper des 500 personnes, et moi, je vais m'arranger pour qu'on soit sûr qu'ils ne meurent pas. Tu vas faire comment? Tu veux pas savoir comment je vais faire, mais t'inquiète pas, ça marchera. Good Omens, hein, de Neil Oui, Gaiman. Good C'est un Omens. très très bon C'est exemple. Ouais. ce roman qui est vraiment excellent. La série est pas mal non plus, je crois. Enfin, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Mais La série, j'ai beaucoup apprécié aussi. ouais, c'est vrai que moi j'avais lu le roman il y a bien longtemps et c'est exactement ça, quoi. Le dilemme du tramway, bah c'est Oui, bah ça, oui, c'est exactement effectivement. ça. Ouais.
qui n'est pas résolvable selon des points de vue moraux ni même éthiques, mais qui peut être résolu selon le principe effectivement de l'équilibre de l'échelle éthique. Ce qui est une chose que j'adore faire en jeu de rôle et qui a valu quelques-unes des scènes où je me suis retrouvé avec un joueur faisant du bleed, c'est-à-dire le joueur qui se met à pleurer à ma table de jeu parce qu'à un moment il faut faire un choix tel que ça lui déchire le cœur et que c'est pas le perso qui pleure, c'est le joueur parce que c'est super pénible à faire. Ça m'est arrivé aussi. Il y a quoi, il y a, je sais pas, 1 an et demi, quelque chose comme ça. euh, Où je joue un perso, bon, moralement relativement discutable, mais relativement sympathique et enfin absolument pas mauvais et plutôt bon dans le fond. Mais je me suis retrouvé à finalement faire un attentat qui a tué des milliers de personnes, et ça de manière absolument imprévue et qui me paraissait fondamentalement nécessaire. Oui, j'ai eu le droit à ce genre de dilemme moraux 2 ou 3 fois en tant que joueuse, et puis ben, comme je l'ai dit, je l'ai souvent utilisé. Alors, faut vraiment prévoir son coup parce que j'aime pas amener les joueurs à vivre quelque chose qui leur est insupportable. Donc, faut le faire avec finesse, hein, vraiment, hein. Mais je me suis amusé à le faire de temps en temps dans des histoires de jeux de rôle où, ben, à un moment, pour éviter le pire, tu dois tuer quelque chose ou neutraliser quelque chose qui est en fait est innocent ou est pas du tout concerné par l'histoire parce que de toute façon, t'as pas le choix. Ouais. Le dilemme aussi qui est posé dans Watchmen, hein, dans le comics, euh, entre Rorschach et Ozymandias, hein, qui ont chacun leur vision. C'est Et c'est exactement ça. c'est ça, Ça, c'est pour le exactement coup, je veux ça. bien C'est un est-ce résumé que parce que j'ai tu... pas du tout. Ok, alors le Ah, résumé est simple. ah non, mais ouais, alors après, en même temps, si on te raconte ça, on te raconte un peu la fin, donc c'est un peu, Ouais, mais c'est un peu c'est pas dommage. grave, je les lirai probablement. Je suis pas très comics, donc je les lirai probablement jamais. Résumé, nous sommes à l'aube d'une troisième guerre mondiale, et la grande question, c'est comment l'arrêter. Le seul moyen de l'arrêter, c'est de faire en sorte que les humains aient un ennemi commun. Le film et la BD diffèrent sur l'ennemi commun, mais de toute Effectivement. façon, c'est le même concept. Donc, nous avons d'un côté, enfin, nous avons une bande de super-héros, plus ou moins, enfin, d'ex-super-héros, tous Ouais. fracassés de la vie. Un qui est absolument inflexible, qui s'appelle Rorschach, Rorschach, ouais. qui est à la limite du psychopathe. Le personnage Ouais, est limite complètement. bien franchi d'ailleurs, je crois. Ouais, limite bien franchi. Enfin, il est complètement starbé de la tête, par contre, il est absolument inflexible. J'adore ce personnage-là, mais honnêtement, il fait peur. Et de l'autre côté, nous avons quelqu'un qui se prétend, à raison, en tout cas dans l'histoire, comme l'homme le plus intelligent sur Terre. Ok. Euh, Et et quasiment l'égal d'un dieu, enfin, même. Ozymandias, non, c'est pas l'égal d'un dieu, c'est juste qu'il est très intelligent. Le Oui, mais dieu, c'est. il se voit comme ça. Ah oui, oui, oui. Bah, il se voit comme la réincarnation d'Alexandre le Grand, qui lui-même se considérait comme l'incarnation d'Apollon. Donc effectivement, la boucle est bouclée. Et ben, en fait, l'idée, effectivement, c'est que pour empêcher une troisième guerre mondiale, il faut que l'humanité ait un ennemi commun, et Ozymandias va en créer un. Mais Ok, pour pouvoir en créer un et que ça fonctionne, il faut que strictement personne ne sache ce qui s'est passé. Ce qui signifie, entre autres, que toutes les personnes qui sont acteurs de ce projet disparaissent les unes derrière les autres, y compris tous ceux qui, à un moment, se sont un petit peu approchés du projet et ont commencé à comprendre ce qui se passait. C'est le sujet du récit. effectivement, ok. Et, ouais. Euh, Et entraîner la réunification de toute la planète contre un ennemi commun, ça veut dire tuer beaucoup, beaucoup de monde aussi, quoi, à un moment donné. alors, dans la BD, si je me souviens bien, c'est 2 villes. Genre, je crois que c'est Moscou et New York qui y passent. Ouais, je crois que c'est Manhattan, ouais, peut-être Manhattan, ou je sais plus si c'est tout New York ou Manhattan. Mais, Oui, mais et puis grosso modo, Moscou, ouais, c'est ça, parce que comme c'est en pleine guerre froide, le but c'est de réunir les deux camps. Et ouais, c'est ça. C'est, en gros, on fait disparaître les deux plus grandes capitales du monde pour sauver l'humanité et empêcher la Troisième Guerre mondiale. Mm, mm, mm. Et donc, voilà, il y a Ozymandias qui est dans ce camp-là, dans cette idée-là, et en fait Rorschach qui enquête sur la mort de ses anciens équipiers, qui remonte là et qui lui est pas tout à fait de cet avis, quoi. Ok. En fait, c'est pour lui, c'est pas de compromis, même devant l'apocalypse. C'est la phrase exacte qu'il Mm. dit dans la BD, dans le film.
Et c'est intéressant effectivement parce on a le dilemme du tramway, mais alors plein dedans, là on est tranquille, et on a effectivement le dilemme moral, le fameux, celui qui est quasiment impossible à résoudre. Combien de personnes faut-il pour en sauver combien? Mm, mm. Est-il acceptable de tuer 49 personnes si c'est pour en sauver 51? Or, c'est absolument magnifique et ça fait partie de mon point de vue, des grands sujets intéressants en matière de conséquences en jeu de rôle quand tu mets tes joueurs face à ça. Alors là, c'est un cauchemar. Bah, pour Moralement l'avoir parlant, pris plusieurs fois, je confirme, ouais. c'est un cauchemar. Puis pour le coup, le MJ avait été très très habile puisque je l'avais vraiment pas vu venir. Et, euh, et le pire, c'est après quand je me suis rendu compte que dans les morts, il y avait des gens que je connaissais. Mais Ouais. Bah, c'est dans Mass Effect, dans Mass Effect aussi, hein, il y a un Oui, choix. dans C'est à la la fin série Mass du Effect, on premier, se non? retrouve C'est effectivement. Non, à la fin de la trilogie. c'est à la fin de la trilogie. Ouais, Ouais, à la fin de la trilogie où on se retrouve face à une situation qui est il n'est techniquement pas possible de sauver tout le monde, tu fais comment? Mm, mm, mm. Mais c'est à la fin du premier, tu dois pas choisir entre une personne et toute une Ah race. oui, Ça, oui, ça, c'est oui, encore oui, mieux, quoi. Tu choisis entre oui, sauver la personne que tu aimes mais faire disparaître toute une race extraterrestre. Et oui, oui, C'est oui, t'es oui. face à ce choix, ça quoi. aussi, c'est horrible comme dilemme. C'est terrible. Alors dans les jeux vidéo, c'est très très fréquent effectivement de te mettre dans une situation. D'ailleurs, ils l'ont réutilisé dans le MMORPG Star Wars Store où tu as toute une partie scénarisée qui amène à ça. Où on te Ouais. met dans une situation, c'est bon, ben en fait là, deux de tes amis sont dans une situation mortelle. Tu sauves qui en premier? Alors évidemment, tu ne peux pas savoir à l'avance si tu peux sauver l'autre ou pas, donc tu dois choisir. Et évidemment, tu ne sauveras pas l'autre. C'est pas possible. Je l'ai pas fait ce scénario-là sur votre. Alors, dans Star Wars Store, en fait, ils ont scénarisé toute une seconde partie assez complexe qui s'appelle, je sais plus, comment s'appelle la partie scénarisée, mon amour? F- Oui, Night of the Fallen Empire. Ok, ouais, Donc, c'est l'extension, je l'ai pas faite. voilà. Et l'extension, effectivement, t'amène à un certain nombre de choix, de dilemmes et choix moraux qui sont parfois un peu piquants. Mais à un moment, le choix moral est un choix vraiment extrêmement intime, puisque tu as deux personnes qu'on a bien mis en scène pour que tu les apprécies, Mm, mm. et tu n'en sauras qu'une. Et là, c'est chaud. C'est très chaud. Et c'est très intéressant. C'est ça. Justement, là, on en revient toujours à la fameuse histoire. Quand on fait des scénarios de jeux de rôle, l'implication des joueurs est extrêmement importante. Et s'il n'y a pas d'implication, en fait, bon, on n'a pas d'histoire. Je sais pas, on a juste une aventure. Enfin, autant faire un donjon, quoi. Oui, après on a Euh, Bidémol. Oui, ouais. oui, voilà. Après, À partir de c'est moment, aussi une manière de jouer, hein, finalement. Il y a aussi des gens, je pense, qui n'ont pas forcément envie de s'impliquer, qui ont juste envie alors de effectivement, mais dans profiter ces un cas-là, peu. il vaut mieux que le groupe de joueurs soit tout à fait au clair avec ça. Je Oui, vais pas ouais, jeter la ouais, pierre à ouais, ceux qui s'amusent, mais c'est par ça. contre, si les mecs jouent comme ça et qu'ils me disent bon, ouais, nous on joue comme ça, bon, bah je vais trouver un autre groupe alors parce que je vais m'ennuyer. Ouais, c'est ça, Moi, si par hasard il n'y a pas d'implication personnelle, je m'emmerde. Mm. Et c'est vrai que c'est là aussi où où c'est important de réussir à faire se rejoindre des joueurs, des joueuses, des joueurs, des meneuses, des meneurs, qui vont s'entendre sur ce qu'ils ont envie de vivre. Mm, mm. Et c'est là où c'est parfois compliqué, effectivement, en convention, ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Euh, des fois, effectivement, les attentes sont pas forcément les mêmes, quoi. Même dans le privé, je trouve ça parfois compliqué en vrai, parce que même si sur la base tout le monde est à peu près d'accord, etc. Au final, sur le long terme, on se rend souvent compte, enfin en tout cas, ça a été le cas pour mes groupes, que plus l'histoire avance et plus il y a des décalages en termes d'attente entre les joueurs. Et parfois compliqué à gérer, quoi.
Des- Ça, c'est le problème du consensus entre les joueurs et de la manière dont le contrat social a été établi, en fait, quand je dirais, le groupe s'est réuni et a commencé l'aventure. Mm, Il y a des fois où, dans ce contrat social, on va juste dire, ouais, alors moi j'aime pas ça, moi je préfère pas qu'il y ait ce genre de choses-là, tel niveau de violence, tel niveau de cruauté, ce genre de choses-là. Euh, Chose qui se discute de base, hein. Parce que bon, bah moi on me dit, je sais pas, tiens, bah, bon exemple, on me dit, un meneur de jeu me dit, je vais faire jouer à Polaris, puis je vais dire, ouais, tu fais jouer comment? Est-ce que tu fais jouer façon univers sombre, affreux, atroce, avec des inégalités en pagaille, des gens qui crèvent, et puis on est vraiment dans l'aspect le plus noir de l'univers de Philippe Tessier, ou est-ce que tu fais jouer un peu mode héroïque, c'est-à-dire que ah ouais, non, l'univers il est moche, mais nous on est des héros, et puis bah, finalement on va passer au-dessus de ça. On mm, n'a mm, pas du tout la même ambiance. Mais après, cela ne veut pas dire que le meneur de jeu ne va pas à un moment commencer à faire entrer les joueurs dans l'horreur de l'univers. Et s'il ne l'a pas dit clairement, bah en fait, on peut être surpris parce que pour ceux qui connaissent l'univers du jeu de rôle Polaris, il n'est pas propre, vraiment pas. Mais c'est pas parce que le meneur de jeu dit je fais jouer à Polaris, alors Polaris c'est un jeu machin truc chouette, que le joueur va forcément être tout à fait prévenu. Les attentes effectivement diffèrent. La fameuse histoire du contrat social entre les différents participants, c'est quelque chose qui se discute régulièrement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les débriefings en fin de partie, c'est bien, mm, 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 mm. histoire de connaître les attentes des joueurs et leurs réactions. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'on va dans cette direction? Est-ce que je modifie un petit peu la manière de raconter? Ou tiens, apparemment, ce genre d'éléments-là, vous n'êtes pas trop fan, je vais pas les rajouter. C'est quelque chose qui évolue, mais qui doit être discuté de manière à ce que l'évolution reste toujours sur le principe d'un accord consensuel, tout Ouais, simplement. c'est ça, et vraiment de pas hésiter à l'actualiser, quoi, parce que Oui, parce Ah, qu'il y a des passages. après faut voir aussi la différence entre, par exemple, une joueuse ou un joueur qui a envie de prendre une direction, mais pour son personnage, et une joueuse ou un joueur qui a envie de prendre vraiment une autre direction dans la manière de vivre les histoires, le scénar. C'est assez différent aussi. Enfin, tu vois, tu peux avoir des joueurs qui vont avoir des envies différentes parce que leurs personnages ont des envies différentes et qu'ils ont envie qu'on s'attarde un petit peu sur leurs personnages. Euh, et ça, je pense que ça peut se régler. Ou après, des écarts sur ouais, la façon de voir le monde dans lequel on joue et de voir ce qu'on a envie de faire dans ce monde-là, quoi. Mm. c'est ça, c'est vraiment Ouais, c'est l'idée ça. de définir en fait. Quand j'avais écrit mon article sur la sécurité émotionnelle en jeu de rôle, ce qui a fait ululer un certain nombre de gens d'ailleurs, pour qui, ouais, mais nous on le fait déjà, c'est pas parce que vous le faites déjà entre vous en fait, ou qu'ils en ont pas besoin, parce que c'est l'autre argument, que le formaliser, ça fait du mal. C'est très bien de formaliser les choses. Et quand j'avais écrit l'article, j'avais entre autres parlé de ce qu'on appelle les lignes et les voiles, c'est-à-dire à quel moment on arrête la narration, ça s'appelle la ligne. Bah, par exemple, moi, dans un jeu de rôle, je veux pas entendre parler de viol. Mm, mm. Ou voilà, c'est à la limite, on sait que ça existe, mais non, pas dans la partie, merci, je peux pas. Et puis bah, les voiles, c'est par exemple le voile très fréquent pour tout le monde en jeu de rôle, c'est alors il va peut-être y avoir du sexe, mais on va juste évoquer quand ça arrive, hein, on va pas les s'attarder parce que la scène de cul, ouais, enfin voilà quoi, c'est pas très très intéressant. Ce qu'on appelle les lignes et les voiles. Et cette définition des lignes et des voiles, effectivement, se réactualise toujours parce Mm. que des joueurs peuvent arriver en fait à être allés tellement loin dans la narration et dans l'implication de leur personnage qu'à un moment, ces lignes et ces voiles, il va falloir les redéfinir parce que les choses effectivement peuvent aller assez loin, parce que l'implication émotionnelle peut devenir beaucoup plus forte que ouais, j'ai créé un personnage et puis je suis en train de le jouer. Quand je crée un personnage, je sais pas vous, mais moi la première fois, voilà, j'ai une idée du personnage, je suis contente, mais c'est un background, des stats, et puis on verra bien.
Au bout de quelques aventures, ça devient une partie de moi. Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Complètement. Et effectivement, à ce moment-là, tu deviens beaucoup plus sensible à ce qui peut arriver au personnage, qu'il en soit témoin ou qu'il en soit acteur ou victime, qu'au début où finalement ça ne reste qu'un personnage que tu es en train de jouer. Tu ne l'incarnes pas encore. Ouais. Mm, mm. Bon, il me semble qu'on s'est quand même pas mal éloigné, ou en tout cas pas mal étendu autour de ce mot, autour du mot scénario, pour une première. Moi, je voulais vous demander, tiens, justement, est-ce que vous avez un scénario qui vous a marqué, que ce soit en menant ou en jouant? Est-ce qu'il y a quelque chose, une fois, un scénario du commerce ou un scénario écrit par quelqu'un avec qui vous avez joué, ou que vous avez écrit vous, qui vous a marqué plus qu'un autre? Axel, si t'as une réponse, je te laisse répondre Je, directement, je suis en train de je- réfléchir. je suis en train de réfléchir. Le problème, c'est que j'ai Ok, commencé le jeu de rôle en 82, enfin en 82 pour les Français. Ok. Euh, Ouais, bah oui. ça en fait une pétée quand même, hein, qui Et m'ont du coup, marqué. un truc qui te vient là, comme Bah, ça, sans réfléchir. sans réfléchir. Alors en fait, c'est un scénario que j'ai lu. Alors il faut savoir que je lis assez peu de scénarios de jeux de rôle. Je m'y suis forcé récemment pour apprendre à en écrire, donc en allant faire des comparatifs. Euh, que j'ai lu et que j'ai fait jouer. Si je me souviens bien, ça s'appelle Des Bleus dans la Beauce. Et c'était le scénario d'initiation et d'introduction du jeu de rôle Méga 2, il y a donc très longtemps. Genre début des années 90, si je me souviens bien. Et il m'a marqué parce que pour la première fois, je tombais sur une aventure qui fondamentalement n'avait ni combat, ni danger, ni situation affreusement périlleuse, juste la mise en scène d'un problème tout à fait crétin et compliqué, mais crétin, euh, avec comme principaux protagonistes en face des joueurs une bande de fermiers dans une petite ferme isolée de la Beauce, euh, en proie avec une invasion de petites boules de poils extraterrestres bleues ayant des tendances à baiser dans tous les coins et à se reproduire à toute vitesse. Les joueurs étant là pour faire en sorte de ramener les bestioles, les neutraliser sans les tuer de préférence, et les ramener rapidement avant que la catastrophe de l'invasion d'extraterrestres en plein milieu d'un coin perdu de la France ne devienne un phénomène médiatique. Euh, C'était merveilleux parce qu'en fait, cette histoire-là n'avait aucun enjeu incroyable. Enfin si, il y avait un enjeu incroyable, c'était éviter soudainement que des gens sachent qu'il y a des extraterrestres. Mais il n'y avait aucun enjeu classique du jeu de rôle. On était juste face à une histoire d'une simplicité merveilleuse avec des protagonistes qui étaient monsieur, madame, tout le monde, tu vois, des fermiers, un postier, un agent de police quelconque, de police rurale, je ne sais plus. Donc des gens qui ne seraient pas particulièrement agressifs à la base et face auxquels les PJ, en fait, seraient simplement dans une situation de faut se débrouiller pour que les choses se passent bien en faisant le moins de vagues possible. Donc il va falloir être intelligent, subtil, et dans un contexte d'un commun merveilleux en fait. Et ça m'avait marqué parce que c'était magnifique. C'était l'une des premières fois que je voyais un scénario de jeu de rôle tout con. Ah, Ouais, vraiment tout con. dans Mega, il y en a eu quelques-uns, hein, des comme ça, où tu te retrouves effectivement dans des situations de vie de tous les jours, où en tant que Mega, tu peux pas faire grand-chose, enfin, en tout cas, tu dois pas te montrer, et ouais, ouais, je comprends parfaitement ton ressenti et ce que tu dis là. Alors, il y en a eu plein qui m'ont marqué, hein. Il y a eu des histoires où j'ai pleuré, des histoires où j'ai ressenti la rage que vivait mon personnage en tant que moi que personne humaine. Mais celui-là, c'était juste parce que c'était le premier scénario tout con sur lequel je tombais, en fait. Et Dimétil, du coup, est-ce que tu as Bah, enfin, moi je commence en 2005, donc quand même un peu après, mais ça en fait quand même pas mal. Il y en a pas mal qui m'ont marqué, mine de rien.
Mais je pense que celui qui m'a vraiment le plus marqué, qui est toujours en cours d'ailleurs depuis, je sais pas, 5-6 ans, c'est un de mes meilleurs amis qui est MJ dessus, et c'est un MJ un peu particulier parce qu'il aime pas masteriser pour des groupes. Il préfère masteriser pour un joueur et prendre vraiment tout le temps qu'il veut Ah, pour ce personnage-là. Il fait jouer plusieurs personnages, mais du coup chacun de leur côté. Et j'avais décidé de jouer un joueur qui n'avait aucune, mais vraiment aucune compétence partielle euh, dans un monde médiéval dark fantasy, comme on peut en trouver beaucoup en soi. Et, euh, et là, en fait, c'est ouais, la pression qui en a résulté. Et là-dessus, il est très très fort. C'est vraiment ce sentiment qui m'a vraiment marqué comment, la sensation d'être vraiment dans la merde, qu'on peut retrouver parfois chez Cthulhu notamment, euh, qui m'a vraiment vraiment beaucoup marqué d'un point de vue immersif en fait. ouais, quand t'es vraiment dans une merde noire et que tu te demandes comment tu vas t'en sortir et que tu vois pas de solution facile, c'est ça? C'est ça, et vraiment presque la sensation de panique qui en résulte quoi. Ça, c'est très très chouette. Ouais, 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 je trouve aussi. Et c'est un truc que j'ai retrouvé un peu dans Cthulhu, mais le côté presque personnage jetable de Cthulhu casse un peu ce côté-là. Faites gaffe avec Cthulhu, hein. J'ai pas mon lance-flamme, mais je peux le sortir. Ah, mais j'aime énormément Cthulhu, j'aime énormément l'univers, mais c'est vrai qu'à masteriser, ça va être assez compliqué. C'est juste que j'ai une grande, 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 grande allergie à ce jeu parce que je considère que ça a été, d'ailleurs ça l'est toujours, mais bon, sur la version de base, hein, l'appel de Cthulhu, ça a été pendant très longtemps le jeu de rôle avec les règles les plus en inadéquation possible avec l'univers. Genre, Ok. t'as un univers, t'as un concept, t'as une narration qui te donne en fait un fil directeur. On est dans de l'horreur profonde, totalement flippante. Je suis une fan de Lovecraft, j'adore ça. Euh, Nonobstant tous les défauts du bonhomme, hein, mais j'adore ce qu'il a écrit. Mhm. Euh, je lis le jeu de rôle, la première fois, on me l'avait offert pour Noël. Je lis les règles et je fais, et c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport entre les règles de ce jeu et la narration de l'appel de Cthulhu? Mais il n'y a pas de rapport, il n'y a rien. Il y a aucun élément pensé de manière intelligente sur l'horreur psychologique. Il n'y a aucun élément pensé sur l'idée que tous les personnages, d'une manière ou d'une autre, sont des intellectuels ou des enquêteurs. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, normalement, dans ce domaine-là, ils vont tous s'en sortir. Euh, on a un système de jeu qui est totalement bateau et interchangeable, et mal foutu d'ailleurs, Mhm. et qui en fait ne raconte pas l'histoire. Ouais, qu'est-ce que ça m'énerve! Et donc C'est je vrai que pour le déteste. coup, ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Maintenant que tu le formules. Parce que c'est vrai que le système de jeu de Cthulhu ne raconte rien en soi. Enfin, il n'y a rien de. Y a rien même de particulier à l'univers, quoi. Alors, je sais plus qui a inventé le terme, c'est pas moi, ça s'appelle de la dissonance ludonarrative. Ok. Quand les règles d'un jeu n'ont rien à voir avec le sujet du jeu. Et c'est l'une des plus grandes catastrophes que tu peux faire en jeu de rôle, et l'appel de Cthulhu en est un exemple parfait. Mais par contre, effectivement, dans sa narration, avec un bon meneur de jeu, en oubliant complètement les règles, donc, hein, tu es dans un cadre où mais tu peux faire flipper les gens. C'est ça. Voilà. Mais pas avec les règles de Cthulhu. Avec les règles de Cthulhu, tu fais pas flipper. Tu lances des jets de sand, et puis il se passe des choses, C'est ça. et puis à la fin de l'aventure, ton personnage meurt. Tu flippes sur ton jet de dés, quoi. Voilà, c'est ça, c'est nul. Alors on a Sorda qui nous dit un scénar, justement du coup ça répond aussi à la question, un scénar inventé par un collègue dans son propre univers, des malades mentaux qui ont subi des mutations qui veulent s'évader d'un asile. Ouais, ça doit marquer un petit peu aussi. Mm. Neuneu qui nous parle d'un scénario écrit par lui ou elle, je ne sais pas. Un démon qui se réveille, l'église de lumière qui veut s'en occuper, envoie une équipe, et ils vont forcément arriver en retard. L'équipe qui est sur l'enquête le trouve et doit, une fois l'avoir tué, chercher une excuse sur
on n'a pas fait exprès. Et, et oui. Alors moi, je vais prendre un peu le contre-pied. Je vais vous parler d'une expérience malheureuse. Enfin, on s'était beaucoup amusé finalement après coup, mais c'est, je dirais, on arrive aux limites de tout ce dont on a parlé un petit peu ce soir. Moi, je me souviens euh, avec un pote, on a commencé à jouer avec un gars qu'on avait rencontré en convention, euh, qui était vraiment justement très ambiance, qui jouait énormément, qui ne jouait avec aucune règle de toute façon, enfin bref. Et une fois, enfin 3 fois, on est allé chez lui pour faire un Bloodlust. Jeunes échevelés que nous étions, on disait ouais, Bloodlust, voilà, jeu un peu bourrin quand même, sur le principe. Ouais, quand même. Hein. Quand même, tu te dis, bon voilà. Et Au premier regard, c'est ça. Hein. c'est ça. Et on a passé 3 séances à se promener dans une campagne et dans des villages déserts, parce que tout le monde était mort de la peste. Et on a passé 3 soirées. 3 soirées à faire ça. Et sans qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire, voilà, on ne faisait que se déplacer, quoi. Et on a eu pratiquement, voilà, que de la description, il se passe rien, que du. Et là, Mais on c'est arrive. chiant. Ouais, là, pour le coup, on arrive vraiment à la limite de je veux vous mettre dans l'univers et je veux que vous vous rendiez bien compte de ce qui se passe. C'était un peu trop. Là, pour le coup, c'était un peu trop. Mais en même temps, ça m'a marqué. Mais Est-ce que ça t'a marqué en bien? Parce qu'apparemment, pas forcément, bah mis à part que ça te fait rire. ouais, non, voilà, ça me fait marrer parce qu'on en a ri quoi après quoi. Mais ouais, pour moi, c'était too much, quoi. C'était vraiment too much. Et je pense que c'était pas ce qu'on attendait non plus, mon pote et moi, quand on est allé jouer avec ce gars. Euh, ben voilà, c'était intéressant, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin de 3 séances pour faire ça, quoi. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Un scénario de jeu de rôle, avant tout, ça a un but. Quelle que soit la définition du mot héros, la définition que tu lui donnes, c'est fait pour que les joueurs soient les héros de l'histoire, ce qui signifie qu'il doit se passer des choses leur permettant d'agir et d'être les héros de l'histoire qui vont mener en fait l'intrigue à son terme. Donc si t'as pas d'intrigue, bah en fait, mis à part une visite guidée, c'est rien d'autre. Ouais, non, mais c'était ça, hein, je pense que le moment le plus prenant, c'est quand on s'est retrouvé devant un puits. Tu vois. C'était le moment le plus prenant, je pense, de toute cette série de soirées autour de ce jeu, où on se retrouve devant un puits et où on se demande finalement est-ce qu'on peut boire l'eau du puits ou pas. Et, euh, et ouais, voilà, là on était sur la partie la plus action, quoi, Moi, de la soirée. je suis impressionné d'une chose, c'est que tu sois revenu les 2 autres soirs. Hein. Je ne serais pas revenu, moi. Mais non, mais Moi, pour le coup, c'était vraiment un maître de jeu hyper intéressant. Parce que on l'avait vu en convention, mais là et voilà, il était parti dans son délire à lui et du coup bon bah c'est tout. Ben, après voilà, on a arrêté là quand même. on, a, on a fini par dire oui, bon non, on va s'arrêter là. tu Mais m'étonnes. ouais, ben Ah voilà. non, non, ça c'est le dernier point que je défends systématiquement, dans tous les aspects que je peux faire en matière de jeu de rôle, les joueurs sont les héros de l'histoire. Elle doit être écrite pour eux, autour d'eux, et elle doit leur donner aux joueurs ce sentiment, cette sensation que ils sont les héros de l'histoire. Sinon pour moi, j'ai perdu mon temps. Là-dessus, je suis complètement d'accord.
Et c'est pour ça que j'écris mais en final j'écris plus ou moins comment dirais-je, la trame, le contexte local des joueurs en fonction de leur personnage, et pas l'inverse. Oui, c'est ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle, ben, moi, même quand j'écris ben, c'est par exemple le cas pour le travail que je fais actuellement pour une mini-campagne pour les Champs de Gloss. J'ai deux joueurs qui testent la campagne au fur et à mesure que je l'écris. Et en fait, je modifie des éléments de ma campagne pour qu'ils puissent se sentir en fait impliqués directement. Parce que Ouais. l'idée, c'est que même si effectivement l'histoire peut être jouée par n'importe quel personnage, je trouve beaucoup plus intéressant qu'il y ait cette couche supplémentaire de motivation personnelle qui fait que, alors oui, ils vont aller bosser pour quelqu'un, parce que c'est comme ça que ça démarre, mais leur implication devient très très rapidement personnelle. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Complètement. Bien, bien, bien. Alors je regarde, on est à presque 1 heure et demie de live pour la première journée du RPG Day. Euh, on va, à mon avis, on va s'approcher de la conclusion. Euh, et donc, alors pour le coup, je vais sans doute pas faire tous les jours, faire un live, surtout si s'il dure 1 heure et demie à chaque fois. Je vais peut-être pas faire un live tous les jours. Allez, on va se dire que on part sur une fois tous les 2 jours. On est dimanche, donc le prochain mardi. Euh, Mardi, petit live. Enfin, petit, on verra. Ça durera ce que ça durera. Peut-être que ça durera que 10 minutes, on ne sait pas. Euh, et donc, pour les personnes qui sont encore là, hein, après 1 heure et demie de bavardage, s'il y a des personnes intéressées pour venir discuter, comme dit Méthil, comme Axel, ben, il n'y a pas de souci. Alors, le plus simple, je pense que c'est de passer par Facebook. Vous retrouverez de toute façon mes posts sur le RPG Day sur participants de jeux de rôle, la page participants de jeux de rôle sur Facebook. Et puis, vous m'envoyez un MP, vous me faites un petit signe en disant que vous êtes intéressé pour venir discuter sur un des thèmes. Vous trouverez facilement, j'avais mis la liste des thèmes au début, vous la retrouverez facilement. On essaiera de s'organiser ça. Euh, Quoi qu'il en soit, moi j'ai passé un très bon moment. Je ne sais pas ce Bah, de qu'il en même. est pour vous, mais moi c'était vraiment super intéressant et super sympa ce petit moment, cette heure et demie là, passé avec vous deux. Ben, merci. Merci à toi. Merci. Alors pour le coup, Et de même. voilà, pour le coup, Axel, je pense que si tu m'avais pas dit, ah bah tiens, moi je peux venir, je suis pas sûr que je me serais lancé et que je l'aurais fait ce, ce premier live et que j'aurais vraiment mis en route cette idée que j'avais lancée sur Facebook. Clairement, le fait que tu me dises, bah écoute, moi je veux bien venir, ça a fait exploser ma motivation. Donc merci Parfait. à toi, merci à toi, C'est cool. parce que si on est là, c'est grâce à toi là pour le coup. Euh, Arrête là, mon pantalon il est serré, j'ai pu avoir les chevilles qui rentrent, Non, non, mais c'est vrai, c'est la vérité. De toute façon, on en avait discuté hein, sur le principe de procrastination n'est-ce du pas? fait de pas aller au bout des choses et que les motivations extérieures souvent sont un élément facilitant hein, pour agir. Donc voilà. Eh ben écoute, garde-moi une place pour la semaine prochaine. Ah, mais y a pas de souci. Et Diméthyle, bah, super rencontre. Je suis très content Merci. Ouais, non, Pareillement. vraiment très, très, très intéressant. Puis, Bah, si jamais t'as de la place sur les autres lives, ce sera toujours un plaisir de venir discuter. ouais, bah après, de toute façon, bon là on était trois, je pense qu'on peut sans trop de problèmes être à quatre, ça peut tourner, peut-être même cinq. Il n'y a pas de souci, on verra en fonction des personnes qui veulent venir. Ouais, non, vraiment, moi j'ai beaucoup apprécié. Je sais qu'il avait été demandé hein, sur la page Facebook que
tout ça, ça passe sur YouTube. Mais ça va dépendre quand même de mon courage à récupérer cette vidéo sur Twitch et à en faire un montage ou pas, quoi. Il n'y a peut-être même pas besoin de faire un montage, peut-être juste la passer comme ça. Euh, à voir. En tout cas, je préviendrai si jamais je réanime une page YouTube que je possède pour foutre ça, pardon, pour mettre ça en ligne sur YouTube, que ce soit accessible à tout le monde et à ceux qui n'ont pas pu regarder. Bah, je passerai, je mettrai le message sur participants de jeux de rôle. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, c'était un plaisir. Merci aussi aux viewers. On a oscillé entre 5 et 9, je crois, ce qui est quand même déjà plutôt sympa. Sur un truc qui s'est décidé hier ou avant-hier. Euh, et Maintenant, dans mon cas, mais ouais, voilà, non, mais voilà. Donc, et puis, bah, je pense que normalement sur ma chaîne Twitch, si on follow, ça doit être, on doit pouvoir la regarder encore pendant une semaine ou deux. Euh, et puis, ouais, j'essaierai de mettre ça sur YouTube. Bonne soirée à tout le monde. Merci aux joueurs encore une fois. Merci beaucoup à Diméthil. Merci beaucoup à Axel. et pas de C'était quoi, vraiment plaisir. une super première. Enfin, vraiment, moi, j'ai kiffé. C'était génial. Et puis, eh bien, on se dit bah, à bientôt. À mon avis, on va pas tarder à rediscuter ensemble. Ça marche. Et merci infiniment pour la soirée. Ouais, De merci rien. aussi. De rien. Allez, ciao!